Alors tu m'as été vendu. Maintenant ouvre tes jambes. Ce furent les premiers mots que le maître de la montagne adressa à la femme qu'il venait d'acheter. Martinique, 1870. Elisa Arnault fut livrée en paiement de la dette de son père. Théodore Cabral, l'homme qui l'avait reçu, avait la réputation d'un assassin et un cimetière d'épouses dans son passé. Elle aurait dû obéir, supplier, pleurer. Au lieu de cela, ce qui sortit de sa bouche cette nuit-là changea tout entre eux et cela, le destin de tous les deux. Bienvenue dans cette histoire. Si vous voulez voir le moment où une victime devient une force de la nature, restez avec nous et dites-nous d'où suivez-vous cette histoire aujourd'hui. Le marteau frappa le bois avec un son sec. Dans la poussière de Saint-Sébastien-des-Pierres, ce bruit résonna comme un coup de feu. Le soleil de la Martinique écrasait les épaules d'Elisa Arnault. Elle avait 19 ans. Sa robe de coton blanc était jaunie par le sel et les lessives répétées. Elle se tenait droite, le visage impassible, mais à l'intérieur quelque chose hurlait. À ses côtés, son père aussi l'était. Le capitaine Évariste Arnault avait été quelqu'un autrefois. Maintenant, il empestait le rhum bon marché et la défaite. Mais la foule ne le regardait pas. Elle regardait l'homme sous le flamboyant, maître Théodore Cabral, le lion des Mornes. Il ne ressemblait pas aux autres béquets. Grand, large d'épaules, la peau hâlée par le travail, cheveux noirs grisonnants, une cicatrice profonde barrait son visage de la pommette à la mâchoire. Ses yeux gris avaient la froideur de l'acier. On disait qu'il avait été bagnard ou mercenaire. Ce qu'on savait, c'est qu'il était apparu 15 ans plus tôt avec de l'argent et une violence froide dans le regard. Il avait transformé l'habitation de la Grande Pierre en l'une des plantations les plus riches de l'île. Ses travailleurs étaient payés, mais ils avaient peur de lui. Le notaire leva la main tremblante. La propriété Arnault est mise aux enchères pour... Théodore leva la main. 5 000 francs. Le silence tomba comme une pierre dans un puits. C'était 3 fois la valeur réelle. Personne n'osa enchérir. Le marteau tomba. Vendu à maître Théodore Cabral. Théodore s'avança lentement. La foule s'écarta. Il s'arrêta devant Évariste, le dominant de toute sa hauteur. La terre couvre une partie de votre dette, Arnault. Mais il reste 8 000 francs. Évariste pâlit. Je n'ai rien d'autre. Je sais. Théodore tourna la tête vers Elisa. Ses yeux la balayaient de haut en bas, une évaluation froide comme on jaugerait un cheval. Mais elle... Si. Le monde d'Elisa bascula. Je n'ai pas besoin d'hommes faibles, continua Théodore sans quitter Elisa du regard. Mais j'ai besoin d'une épouse. Une femme pour gérer ma maison, me donner des héritiers. Évariste bégaya. Vous ne pouvez pas. Je peux. Vous me devez 8 000 francs. Vous n'avez ni terre, ni argent, ni honneur. Je vous offre un marché, votre fille devient ma femme. En échange, j'efface la dette. Vos 3 autres enfants, Emmanuel, Pierre, Caroline, seront nourris, habillés, éduqués. Il marqua une pause. Refusez et vous irez en prison. Vos enfants à l'orphelinat. Elisa vit le visage de son père s'effondrer. Elle vit les gens détourner le regard. Mais surtout, elle vit les visages de ses frères et sœurs. Emmanuel, 8 ans, qui essayait d'être brave. Pierre, 6 ans, confus. Caroline, 4 ans, qui pleurait en serrant sa poupée. Quelque chose en elle se brisa, puis se reforma en acier trempé. Elle leva les yeux vers Théodore. Il attendait, patient, comme un homme qui sait déjà qu'il a gagné. L'air sentait le rhum, la sueur et la défaite. Elle pensa à tout ce qu'elle avait rêvé, devenir institutrice, se marier par amour, avoir une vie libre. Tout venait de mourir. Combien de temps ai-je pour me préparer? Sa voix ne trembla pas, claire, ferme, presque indifférente. Théodore inclina légèrement la tête. 3 jours. Puis il s'éloigna, laissant derrière lui une famille brisée et une jeune femme qui venait de vendre son âme pour sauver celle des autres.
3 jours passèrent comme un cauchemar éveillé. Élisa emballa les quelques biens qu'on lui permettait d'emporter, une robe, 2 jupons, le châle tricoté par sa mère morte, le crucifix de sa grand-mère et 3 livres, ses seuls trésors. Elle ne pleura pas une seule fois. La veille du départ, elle réunit ses frères et sœurs. Caroline grimpa sur ses genoux. Emmanuel et Pierre s'assirent de chaque côté. « Vous allez rester ici avec papa. Maître Cabral enverra de l'argent. Madame Beaumont viendra vous voir. Vous irez à l'école. » « Et toi ?» demanda Emmanuel, les yeux brillants. Élisa caressa ses cheveux. « Moi, je vais dans la montagne. Mais je vous écrirai. » C'était un mensonge nécessaire. Caroline pleura toute la nuit. Au matin, quand la voiture arriva, Madame Beaumont lui arracha Caroline des bras. Le cri de Caroline fut un couteau dans le cœur d'Élisa. Mais elle ne se retourna pas. La voiture était noire, tirée par 2 chevaux. Théodore n'était pas là. Seul un cocher muet conduisait. Le voyage dura 4 heures. Ils quittèrent la côte humide où l'air sentait le sel. Ils montaient dans les mornes, ces montagnes volcaniques couvertes de forêts denses. Plus ils montaient, plus l'air se rafraîchissait. La brume tombait comme un voile. Quand la voiture sortit de la forêt, Élisa vit l'habitation de la Grande Pierre, une forteresse bâtie en pierre volcanique grise, presque noire. Elle dominait la vallée. 2 étages, fenêtres étroites, toit d'ardoise. Pas de charme colonial, juste la puissance brute de la pierre. Autour, à perte de vue, s'étendaient les champs de canne, un océan vert ondulant sous le vent. Devant la maison, tout était silencieux. La porte s'ouvrit. Une femme apparut, grande, mince, peau café au lait, cheveux cachés sous un madras impeccable, robe noire stricte. Très belle, mais sévère. Yeux noirs brillants d'intelligence et d'hostilité. « Madame, je suis Jacinthe, la gouvernante. Maître Cabral m'a chargé de vous accueillir. Enchanté. Suivez-moi. » L'intérieur était austère, une immense allée de marbre gris, escalier de bois sombre. Pas de fleurs, pas de tableaux. L'air sentait la cire, le tabac, le cuir. Au premier étage, Jacinthe ouvrit une porte. « Votre chambre. » La pièce était immense, lit à baldaquin en acajou massif, armoire sculptée, coiffeuse avec miroir, tapis persan, fenêtre donnant sur les cannes et la forêt. C'était la plus belle chambre qu'elle ait jamais vue. C'était aussi une prison. Le mariage aura lieu ce soir à 18 h dans la chapelle privée. Vous avez 2 heures pour vous préparer. Élisa se retourna. Et Maître Cabral ? Il travaille. Il vous verra à la cérémonie. Jacinthe s'arrêta sur le seuil, l'expression indéchiffrable. Un conseil, madame, ne cherchez pas à comprendre Maître Cabral. Faites votre devoir et il vous laissera tranquille. Puis elle sortit. Le bain fut préparé dans une pièce attenante, eau chaude parfumée à la fleur d'oranger. 2 jeunes femmes la déshabillèrent en silence, la lavèrent, lui brossèrent les cheveux jusqu'à ce qu'ils brillent. Puis vint la robe, soie blanche brodée de fils d'argent, dentelle, corset qui comprimait les côtes, voile de tulle retenu par une peigne en nacre. Dans le miroir, elle ne se reconnut pas. La jeune fille du village avait disparu. À sa place se tenait une mariée de conte de fées, une poupée. La chapelle était petite, sombre, sentant l'encens. Pas de fleurs, pas de musique. Théodore l'attendait devant l'autel, costume noir impeccable, chemise blanche, cravate grise. La cicatrice semblait plus profonde dans la lumière des cierges. Il ne souriait pas. Il la regarda comme on évalue un contrat. Le père Dutronc marmonna les prières en latin, sa voix tremblait. Même l'Église avait peur de Théodore Cabral. « Acceptez-vous de prendre Théodore Cabral pour époux ? » « Oui. » « Acceptez-vous de prendre Élisa Arnaud pour épouse ? » ?»« Oui. » Les anneaux furent échangés. L'heure était froide. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Théodore se pencha. Ses lèvres effleurèrent les siennes, contact bref, sec, sans tendresse.
C'est fait. Le dîner de noces fut servi dans la grande salle, table immense, mais il n'était que deux aux extrémités opposées. Soupe de giromon, langoustes, riz créole, fruits, vin de Bordeaux dans des verres en cristal. Silence. Élisa mâchait sans goût. Théodore mangeait efficacement, sans plaisir. Quand le dessert fut débarrassé, Théodore se leva. Il est tard. Jacinthe vous montrera vos quartiers. Et Élisa cligna des yeux. Mes quartiers? Votre chambre où vous dormirez. Pause. Quelque chose de sombre passa dans son regard. Pour l'instant. Il quitta la pièce. Jacinthe apparut. Par ici, madame. Dans la chambre, une chemise de nuit en soie blanche attendait sur le lit. Jacinthe l'aida à se déshabiller, défit ses cheveux, puis sortit sans un mot. Élisa resta debout, vêtue de soie transparente, cheveux défaits. Elle regarda le lit immense et elle attendit. 1 heure passa, puis 2. Elle s'assit au bord du lit, mains croisées. Elle ne savait pas ce qui était pire, l'attente ou ce qui viendrait après. Juste avant minuit, des pas résonnèrent dans le couloir, lents, lourds, inévitables. La porte s'ouvrit. Théodore Cabral entra dans la chambre nuptiale. Théodore Cabral entra dans la chambre et ferma la porte derrière lui. Le verrou claqua dans le silence. Il ne portait plus le costume de la cérémonie, juste une chemise blanche ouverte au col, les manches retroussées sur des avant-bras musclés, un pantalon noir, des bottes encore poussiéreuses. Il sentait la sueur, le cuir et quelque chose de plus âcre, la mélasse des champs de canne, l'odeur du travail, du pouvoir. Élisa se leva lentement du lit. Son cœur battait si fort qu'elle entendait le sang cogner dans ses tempes. Mais elle ne détourna pas le regard. Elle le fixa droit, les mains le long du corps. Théodore s'avança jusqu'à elle. Ses yeux gris la balayaient de haut en bas. La chemise de nuit était fine, presque transparente dans la lumière des bougies. Elle savait qu'il voyait tout, les courbes de son corps, la peau nue en dessous. Il s'arrêta à quelques centimètres. Elle sentait la chaleur qui émanait de lui, la masse de son corps qui la dominait. « Tu m'as été vendu » dit-il d'une voix basse, presque lasse. « Maintenant ouvre tes jambes. » Les mots tombèrent entre eux comme des pierres. C'était le moment. Le moment où elle aurait dû baisser les yeux, obéir, se soumettre, comme toutes les femmes avant elle, comme Marianne probablement, comme toutes les épouses achetées, vendues, données en paiement. Mais quelque chose en Élisa refusa. Peut-être était-ce le désespoir absolu, peut-être l'orgueil, ou peut-être simplement la rage glacée qui couvait en elle depuis 3 jours. Elle n'avait plus rien à perdre. Sa vie était déjà finie. Alors pourquoi mourir à genoux? Elle redressa les épaules. Sa voix sortit claire, ferme, sans trembler. « Je suis votre femme, pas votre esclave. » Théodore fronça les sourcils. Une muscle tressaillit dans sa mâchoire cicatrisée. « Si vous voulez que j'ouvre les jambes, » continua-t-elle, les yeux plantés dans les siens, « vous devrez me le demander, pas me l'ordonner. » Le silence qui suivit fut électrique, dangereux. Théodore la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. Ses yeux se rétrécirent. Elle vit la surprise, puis quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à de la curiosité ou peut-être de l'amusement. Puis il fit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Il rit, un son bas, rouillé, comme une machine remise en marche après des années. Pas un rire de joie, un rire de découverte, de reconnaissance peut-être. Très bien. Il recula d'un pas, croisa les bras et dit, l'ombre d'un sourire sur les lèvres, « S'il te plaît, Élisa, ouvre tes jambes. » Elle n'avait pas prévu cela. Elle avait prévu la violence, la colère, le viol probablement. Mais pas ça. Pas cette courtoisie cruelle, ce respect moqueur. Elle hésita. Une partie d'elle voulait continuer à refuser. Mais elle savait que ce serait stupide. Elle avait gagné quelque chose, une petite quelque chose, une miette de dignité. Il ne fallait pas tout gâcher. Alors elle monta sur le lit, s'allongea sur les draps blancs et, lentement, gardant les yeux sur lui, elle écarta les jambes. « Mais je veux de la gentillesse, » dit-elle, la voix tremblant cette fois, pas de la brutalité. Théodore la regarda longuement,
puis il hocha la tête. D'accord. Ce qui suivit ne fut ni tendre ni violent. Ce fut mécanique, efficace, un acte de possession certes, mais pas de destruction. Il la toucha avec une certaine retenue, presque clinique. Quand il entra en elle, la douleur fut vive, brève. Elle serra les dents et ne cria pas. Quand ce fut terminé, il se retira, se rhabilla en silence. Elle resta allongée, les yeux fixés sur le baldaquin, sentant le sang et la honte couler entre ses cuisses. Théodore s'arrêta près de la porte, la regarda une dernière fois. « Tu n'es pas comme elle, dit-il doucement. C'est bien. » Puis il sortit. Élisa resta seule dans le noir. Elle ne pleura pas. Elle ne bougea pas. Elle resta là à fixer le plafond, à se demander ce qui venait de se passer. Elle avait survécu. Elle avait imposé quelque chose. Quoi, elle ne savait pas exactement. Mais quelque chose. Au matin, quand elle se réveilla, son corps était douloureux. Mais sur l'oreiller à côté d'elle, quelqu'un avait déposé une fleur, une rose sauvage des mornes, rouge sang, encore couverte d'épines. Les semaines passèrent dans une routine étrange. Élisa découvrit rapidement que Théodore ne voulait pas une poupée décorative. Il voulait une gestionnaire. Le premier matin, Jacinthe déposa devant elle les livres de compte de l'habitation, des registres épais remplis de colonnes de chiffres, de noms de travailleurs, de quantité de sucre produite, de dépenses, de revenus. Maître Cabral dit que vous savez lire et compter, déclara Jacinthe, l'expression toujours aussi froide. Il veut que vous vérifiez les comptes de la maison. La cuisinière vole. Trouvez combien? Élisa cligna des yeux. Il veut que vous fassiez votre travail. Oui. Ce fut un soulagement inattendu, des chiffres, de la logique, quelque chose de concret, de contrôlable. Elle se plongea dans les registres avec une concentration féroce. Et effectivement, elle trouva les incohérences. La cuisinière détournait du sucre, du rhum, des épices. Pas énormément, mais régulièrement. Quand elle présenta son rapport à Théodore ce soir-là au dîner, il lut en silence, hocha la tête et renvoya la cuisinière le lendemain. Pas de violence, pas de scandale, juste une décision froide, immédiate. Bien, dit-il simplement. Continue. Les jours se transformèrent en semaines. Élisa gérait maintenant la dispense, les achats de tissus, les salaires des domestiques. Elle découvrit qu'elle avait un talent pour cela, l'ordre, la rigueur, le contrôle. C'était une forme de pouvoir aussi maigre soit-il. Et Théodore, de son côté, était rarement présent. Il partait avant l'aube pour les champs ou la sucrerie. Il rentrait tard, couvert de poussière et de sueur. Les dîners étaient silencieux, mais moins tendus. Parfois, il parlait de la récolte, des prix du sucre, de la politique de l'île. Il ne lui demanda jamais d'ouvrir les jambes. Pas une seule fois depuis cette première nuit. Élisa ne savait pas si elle devait en être soulagée ou insultée. Un mois après son arrivée, Élisa reçut sa première lettre de Saint-Sébastien, l'écriture maladroite d'Emmanuel. Les enfants allaient bien. L'argent arrivait. Madame Beaumont veillait sur eux. Caroline demandait quand elle rentrerait. Élisa plia la lettre et la rangea dans le tiroir de sa coiffeuse. Elle ne pleura pas. Elle avait appris à ne plus pleurer. C'était une après-midi humide, le ciel lourd de pluie prochaine, quand Élisa découvrit le 3e étage. Elle explorait la maison depuis des semaines, mais Jacinthe avait toujours évité le sujet. Le 3e étage est fermé, madame. Maître Cabral n'y monte jamais. Mais ce jour-là, Jacinthe était partie au marché. Théodore était au champ. La maison était vide, silencieuse comme un tombeau. Élisa monta l'escalier étroit qui menait au 3e. L'air était plus frais là-haut, presque froid. Une seule porte au bout du couloir, fermée à clé. Elle retourna dans sa chambre, fouilla les tiroirs de la commode et finit par trouver un trousseau de clés anciennes. La 3e fonctionna. La porte s'ouvrit en grinçant. L'odeur la frappa immédiatement, poussière, renfermée et quelque chose de plus doux, presque fantomatique, un parfum de femme évanouie mais encore présent. La chambre était figée dans le temps, un lit à baldaquin défait, les draps froissés, une coiffeuse couverte de flacons de parfum, de brosses à cheveux,
de bijoux, une robe de soirée jetée sur un fauteuil comme si quelqu'un l'avait retirée à la hâte, une fenêtre donnant sur le vide, la balustrade de fer forgé tordue comme si quelque chose ou quelqu'un y avait heurté violemment. Elisa s'avança lentement, le cœur battant. Sur le lit, elle vit un livre, un journal intime relié de cuir rouge. Elle l'ouvrit. La première page portait une écriture élégante, féminine, journal de Marianne de Vasconcelos Cabral, habitation de la Grande Pierre, janvier 1868. Elisa s'assit sur le bord du lit poussiéreux et commença à lire. Les premières pages étaient prévisibles. Marianne était issue d'une famille noble créole de Fort-de-France, belle, cultivée, habituée au luxe. Son père l'avait mariée à Théodore Cabral pour éponger des dettes de jeu. Elle détestait ce mariage. Elle détestait cet homme. Il est une brute, un ancien bagnard, disent-ils, un criminel habillé en gentleman. Il me touche avec ses mains sales et je voudrais vomir. La maison est une prison. Jacinthe me surveille comme un chien de garde. Je suis seul, si seul. Puis les entrées changèrent de ton. Le lieutenant Guillaume Sall est arrivé aujourd'hui pour livrer des documents militaires. Il est jeune, beau, cultivé. Il m'a regardé comme si j'étais une femme, pas une propriété. Guillaume est revenu. Nous avons parlé pendant des heures. Il comprend ma douleur. Il dit que je mérite mieux. Les pages suivantes devinrent explicites. Marianne et le lieutenant étaient amants. Ils se retrouvaient dans cette chambre quand Théodore était au champ. Elle parlait de s'enfuir avec lui, de refaire sa vie. Puis vint l'entrée qui glaça le sang d'Elisa. Pascal est venu aujourd'hui. Il m'a apporté un cadeau, une petite fiole. Si tu veux être libre, a-t-il dit, tu sais ce qu'il faut faire. Il m'a regardé avec ses yeux clairs et froids. Quelques gouttes dans son rhum. Il ne souffrira pas et tu seras veuve, riche, libre. Pascal Macéo, le propriétaire de Saint-Jérôme, l'homme qui veut détruire Théodore depuis des années. Je ne sais pas si j'aurai le courage, mais je garde la fiole, juste au cas où. Les dernières entrées étaient chaotiques, presque illisibles. J'ai essayé. J'ai mis le poison dans son verre. Mais il ne l'a pas bu. Il m'a regardé et il a su. Mon Dieu, il a su. Il m'a attrapé. Il m'a secoué. Il a crié des choses horribles. J'ai voulu fuir. J'ai couru vers la fenêtre. La balustrade. La dernière page était une tache d'encre. Elisa referma le journal, les mains tremblantes. Elle comprenait maintenant. Marianne n'avait pas été assassinée par Théodore. Elle était tombée ou s'était jetée en essayant de le tuer. Et derrière tout cela, il y avait Pascal Macéo, le serpent, le manipulateur. Un bruit de pas résonna soudain dans l'escalier. Elisa sursauta. Elle glissa le journal sous sa robe et sortit précipitamment de la chambre, refermant la porte à clé derrière elle. Quand elle descendit, Théodore se tenait dans le hall, couvert de boue, les yeux levés vers elle. « Qu'est-ce que tu faisais là-haut » demanda-t-il, la voix neutre mais le regard aiguisé. Elisa hésita, puis elle décida, pas de mensonge, plus maintenant. Je sais ce qui s'est passé avec Marianne. Le silence qui suivit fut absolu. Théodore ne bougea pas. Ses yeux la fixaient, impénétrables. Et alors ? Alors, dit Elisa en descendant lentement les marches, le journal serré contre elle, vous n'êtes pas le monstre que tout le monde croit. Elle s'arrêta devant lui, le regarda droit dans les yeux. Mais Pascal Macéo, lui, l'est. Quelque chose passa dans le regard de Théodore, surprise, puis respect, puis quelque chose de plus sombre, une rage froide, ancienne. Viens, dit-il simplement. Nous devons parler. Ce soir-là, pour la première fois depuis leur mariage, ils ne furent plus maîtres et propriétés. Ils devinrent alliés. Cette nuit-là, ils parlèrent jusqu'à l'aube. Théodore ne cacha rien. Il raconta son passé, pas bagnard comme le voulait la rumeur, mais soldat mercenaire dans les guerres coloniales d'Afrique. Il avait vu des choses qui brisaient les hommes. Il avait fait des choses qui le hantaient encore. Quand il était revenu en Martinique avec son argent taché de sang, il avait voulu se racheter, construire quelque chose, être quelqu'un de respectable. Marianne devait être sa rédemption. Au lieu de cela, elle était devenue son enfer.
Je ne l'ai jamais tué, dit-il, la voix basse, les yeux fixés sur le rhum dans son verre. Mais je l'ai poussée au désespoir. Elle avait peur de moi et la peur peut être aussi destructrice que la violence. Elisa écouta sans l'interrompre. Elle voyait maintenant l'homme derrière le monstre, un homme brisé qui s'était reconstruit avec de la pierre et de l'acier, mais qui restait hanté par ses fantômes. « Et Pascal Maceo ?» demanda-t-elle finalement. Le regard de Théodore se durcit. « Pascal veut ce que j'ai. Pas seulement les terres ou l'argent. Il veut me détruire depuis toujours. Nous avons combattu ensemble en Afrique. Il a déserté. Je ne l'ai pas dénoncé. Mais il ne m'a jamais pardonné d'avoir vu sa lâcheté. Il vida son verre d'un trait. Quand j'ai épousé Marianne, il a vu sa chance, la séduire, la retourner contre moi, lui donner du poison. Il pensait que je mourrais et qu'il pourrait racheter mes terres à sa veuve pour rien. Mais elle est morte avant. Oui. Une muscle tressaillit dans sa mâchoire. Et maintenant, il te regarde. Elisa sentit un frisson glacé descendre le long de sa colonne vertébrale. Moi? Tu es ma femme. Oui. Tu es la faiblesse qu'il cherche. Il va essayer de t'approcher, de te séduire, de te manipuler comme il l'a fait avec Marianne. Théodore se leva, s'approcha d'elle. Pour la première fois, elle vit de l'inquiétude dans ses yeux. Je ne vais pas te cacher dans cette maison comme une poupée fragile. Je vais te préparer. Me préparer? Te rendre forte. Le lendemain matin, il la conduisit derrière la sucrerie, là où les champs s'éclaircissaient, la place à la forêt dense, une clairière cachée, un lieu d'entraînement. Il sortit un revolver de sa ceinture, une Smith & Wesson, l'acier brillant sous le soleil filtrant à travers les arbres. Tu sais tirer? Non. Alors tu vas apprendre. Les premières leçons furent humiliantes. Le recul de l'arme lui faisait mal à l'épaule. Elle manquait toutes les cibles. Ses mains tremblaient. Théodore corrigeait sa posture, guidait ses bras, lui montrait comment respirer, viser, presser la détente sans à-coups. Encore. Elle tira encore, jusqu'à ce que ses bras soient engourdis, jusqu'à ce qu'elle touche enfin la cible, une bouteille de rhum posée sur une souche. Le verre explosa. Théodore sourit. Bien. Mais il ne s'arrêta pas là. Il lui enseigna le combat au corps à corps, comment frapper les points faibles, gorge, yeux, haine, comment utiliser une lame. Il lui donna un couteau à lame courbe, africain, qui avait été le sien en Afrique. Si un homme t'attrape, dit-il en la saisissant par derrière pour démontrer, tu ne peux pas rivaliser en force. Alors tu uses de ruse. Il lui montra comment utiliser le poids de l'adversaire contre lui, comment glisser la lame entre les côtes, comment tuer efficacement. C'était brutal, intime. Leur corps se touchait constamment pendant les entraînements. Elle sentait sa chaleur, sa force. Et étrangement, elle ne ressentait plus de peur. Elle ressentait autre chose, de la confiance peut-être, ou du respect. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle un jour, essoufflée après avoir réussi à le déséquilibrer. Théodore la regarda longuement. « Parce que je ne perdrai pas une autre femme à cause de Pascal Maceo. » Il marqua une pause. « Et parce que tu mérites d'être plus qu'une victime. » Les semaines passèrent. Elisa se transforma. Ses mains autrefois douces devinrent calleuses. Ses bras se musclèrent. Sa démarche changea, plus assurée, plus guerrière. Elle n'était plus la jeune fille vendue sur la place du village. Elle était en train de devenir autre chose. Un soir, alors qu'il dînait, Jacinthe apporta une invitation, un carton doré scellé à la cire rouge. Théodore le lut, puis le jeta sur la table avec dégoût. Maceo organise une fête à Saint-Jérôme. Il nous invite. Elisa prit le carton. L'écriture était élégante, mielleuse. C'est un piège. Évidemment. Mais refuser serait montrer notre peur. Et je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Il la regarda intensément. Nous irons ensemble. Et tu verras le serpent de tes propres yeux. Elisa hocha la tête. Quelque chose en elle s'était durci depuis cette nuit où elle avait lu le journal de Marianne. Ce n'était plus seulement la survie qui la motivait.
C'était la rage, la soif de justice. Pascal Macéo avait détruit Marianne. Il avait essayé de détruire Théodore. Il ne la détruirait pas. L'habitation Saint-Jérôme était l'opposé parfait de la Grande Pierre. Là où la maison de Théodore était austère et fortifiée, celle de Macéo était une débauche de luxe, façade blanche éclatante, colonnes corinthiennes, balcons en fer forgé ouvragé. Des lanternes chinoises pendaient partout, illuminant les jardins luxuriants. Des domestiques en livrée circulaient avec des plateaux de champagne français et de canapés délicats. La haute société de la Martinique était là, les grands planteurs, les officiers coloniaux, les négociants de Fort-de-France, tous en habits de soirée. Les femmes en robe de soie, les hommes en redingote sombre. Élisa portait une robe que Théodore avait fait venir spécialement de Paris, velours bleu nuit, décolleté profond, taille marquée. Ses cheveux étaient relevés en un chignon complexe, des perles à son cou. Elle était magnifique et elle le savait. Mais sous la robe, contre sa cuisse, attachée par une jarretière de cuir, elle portait le couteau africain. Quand ils entrèrent, les conversations s'arrêtèrent. Tous les regards se tournèrent vers eux, vers le lion et sa nouvelle épouse. Théodore marchait à côté d'elle, imposant dans son costume noir. La cicatrice sur son visage brillait dans la lumière des lustres. Il ne souriait pas. Il n'avait pas besoin de sourire. Sa seule présence imposait le respect ou la peur. Pascal Macéo s'avança pour les accueillir. Il était exactement comme Élisa l'avait imaginé en lisant le journal, grand, mince, élégant, cheveux blonds peignés en arrière, yeux bleus clairs, sourire charmeur. Beau dans le genre lisse et calculé. Il portait une veste blanche immaculée, une cravate de soie verte. « Théodore !» s'exclama-t-il avec une fausse chaleur. « Quel plaisir de te voir ! Et voici donc ta nouvelle épouse. » Il prit la main d'Élisa et la porta à ses lèvres. Le baiser était long, appuyé. Ses yeux bleus la scrutaient avec une intensité dérangeante. « Enchantée, Madame Cabral. On m'a beaucoup parlé de vous, la belle Élisa qui a conquis le cœur de pierre de notre ami Théodore. » Élisa retira sa main doucement. « Le plaisir est partagé, Monsieur Macéo. Appelez-moi Pascal, je vous en prie. Nous sommes tous amis ici. » Le mot « ami » sonna faux dans sa bouche, comme du sucre recouvrant du poison. La soirée se déroula dans une tension palpable. Macéo les présentait à tout le monde, jouant le parfait hôte. Mais ses yeux ne quittaient jamais Élisa. Il la dévorait du regard, souriant, charmant, assidu. Pendant le dîner, il s'arrangea pour être assis près d'elle. Il parlait de tout et de rien, poésie, musique, voyage en Europe. Il était cultivé, drôle, attentif, tout ce que Théodore n'était pas. « Vous devez vous sentir bien seul là-haut dans les montagnes, » dit-il à un moment, sa voix douce comme du miel. Théodore n'est pas très sociable. « Je ne me sens pas seul, » répondit Élisa calmement. « J'ai beaucoup à faire. »« Ah oui, tenir les comptes, j'imagine. » Il rit légèrement. « Quelle vie pour une jeune femme de votre beauté et de votre éducation. Vous mériteriez mieux, Fort-de-France, les bals, la société. » Élisa sentit la main de Théodore se crisper sur son verre. « Vous mériteriez un homme qui sache apprécier votre valeur, » continua Macéo, les yeux fixés sur elle, pas une brute qui vous traite comme une servante. Le silence tomba autour de la table. Tous les invités retenaient leur souffle. L'insulte était publique, claire. Théodore se leva lentement. Sa chaise racla le sol. Tous les yeux se tournèrent vers lui. Mais avant qu'il ne puisse parler, Élisa posa sa main sur la sienne, doucement, fermement. Puis elle se tourna vers Macéo, un sourire glacial sur les lèvres. « Monsieur Macéo, » dit-elle d'une voix claire qui porta dans tout le salon, « je préfère la compagnie d'un lion honnête à celle d'un serpent flatteur. » Elle prit son verre de champagne et le leva. Un lion ne se cache pas pour mordre. L'assistance retint son souffle. Quelques rires nerveux fusèrent. Macéo pâlit, puis rougit. L'humiliation publique était totale. Élisa vida son verre, le reposa délicatement, puis se leva. « Théodore, je crois qu'il est temps de rentrer. » Ils sortirent sous les regards médusés de toute la haute société martiniquaise. Dans la voiture qui les ramenait, Théodore resta silencieux longtemps.
Puis, dans l'obscurité, elle l'entendit rire, un vrai rire, profond, libéré. « Tu viens de te faire un ennemi mortel, dit-il enfin. Je sais. Il va vouloir te détruire. Je sais. » Théodore la regarda dans la pénombre. « Tu n'as pas peur ?» Ce n'était pas une question. Élisa sourit. « Non. Plus maintenant. » Mais elle avait tort. La guerre venait juste de commencer. La vengeance de Macéo ne se fit pas attendre. 3 jours après la fête, Théodore et Élisa rentraient de Fort-de-France où ils avaient signé des contrats d'exportation. La nuit était tombée rapidement, comme toujours sous les tropiques. La route qui serpentait dans les mornes était sombre, éclairée seulement par les lanternes de la voiture. Élisa somnolait, la tête appuyée contre le cuir capitonné, quand elle entendit le cocher crier. Puis le monde explosa. Des coups de feu déchirèrent la nuit. Les chevaux hennissaient de terreur. La voiture fit une embardée violente, percutant quelque chose, puis bascula sur le côté. Élisa fut projetée contre Théodore. Le choc lui coupa le souffle. Le bruit du bois qui se brisait, du métal qui se tordait, était assourdissant. Et puis le silence. Élisa gémissait. Tout son corps hurlait de douleur. Son épaule gauche avait heurté quelque chose de dur. Elle tâtonna dans l'obscurité, sentit du sang sur son visage. Pas le sien. Celui de Théodore. Théodore. Il ne répondit pas. Elle parvint à se dégager, rampa hors de l'épave. La voiture était couchée sur le flanc, une roue arrachée. Les chevaux gisaient morts sur la route, criblés de balles. Le cocher avait disparu. Des voix résonnèrent dans les arbres. Des hommes, 5 ou 6, détorchés s'approchaient. Le colonel est mort. Trouve la femme. Le patron la veut vivante. Élisa sentit son sang se glacer. Elle se retourna vers la voiture. Théodore était encore à l'intérieur, inconscient, peut-être mort. 3 impacts de balles dans sa poitrine. Le sang formait une mare sombre sous lui. Elle voulut crier, mais l'instinct prit le dessus. L'entraînement. Les mots de Théodore résonnaient dans sa tête, « Si tu es prise, tu es morte. Ne te bats que si tu peux gagner. Sinon, fuis. » Les hommes se rapprochaient. 30 secondes, peut-être moins. Élisa plongea dans la forêt. La jungle des mornes était un cauchemar nocturne, des racines qui agrippaient ses chevilles, des branches qui giflaient son visage, des insectes qui bourdonnaient près de ses oreilles. Sa robe de voyage se déchirait sur les épines. Mais elle courait. Derrière elle, les voix des hommes, les torchers, les aboiements de chiens. Par là. Je vois sa robe. Elle courut plus vite. Son souffle brûlait dans sa poitrine. Ses jambes tremblaient. Mais elle ne s'arrêta pas. Puis son pied se prit dans une racine. Elle s'écroula, roula dans une pente boueuse, dévala plusieurs mètres avant de s'arrêter contre un arbre. La douleur explosa dans ses côtes. Elle resta immobile, le visage dans la boue, essayant de ne pas respirer trop fort. Les pas se rapprochaient. Les torchers balayaient la forêt au-dessus d'elle. Elle est là. Je l'ai vue tomber. Un homme descendit la pente en jurant, grand, barbu, une machette à la main. Il portait les vêtements d'un travailleur de plantation, mais ses yeux étaient ceux d'un tueur. Il s'approcha d'elle, sourit. « Jolie petite chose. Le patron va bien s'amuser avec toi. » Il tendit la main pour l'attraper. Ce fut sa dernière erreur. Élisa roula sur le dos. Sa main glissa sous sa robe déchirée, trouva la jarretière, le couteau africain. Elle le sortit d'un geste fluide, exactement comme Théodore le lui avait appris. L'homme n'eut pas le temps de réagir. Elle planta la lame sous ses côtes, vers le haut, cherchant le cœur. La résistance de la chair, le bruit horrible, mouillé, le hoquet de surprise de l'homme, puis le poids de son corps qui s'effondrait sur elle, sang chaud, odeur de mort. Élisa repoussa le cadavre, se releva en titubant. Ses mains tremblaient violemment. Le couteau était poisseux de sang. Elle venait de tuer un homme. Les voix des autres se rapprochaient. « Marcel ? Qu'est-ce qui se passe ? Pas le temps de vomir.
pas le temps pour l'horreur. Elle courut. Elle erra dans la forêt pendant des heures, ou peut-être des minutes. Elle ne savait plus. Le temps n'avait plus de sens. Ses poursuivants avaient fini par abandonner ou perdre sa trace. Quand l'aube commença à filtrer à travers les arbres, elle s'effondra près d'un ruisseau, but de l'eau à grande gorgée, se lava le sang des mains. Mais ça ne partait pas complètement. Il restait sous ses ongles, dans les lignes de ses paumes. Elle pensa à Théodore, mort. 3 balles dans la poitrine. Les hommes avaient dit, le colonel est mort. Ils en étaient sûrs. Quelque chose se brisa en elle. Un sanglot monta dans sa gorge. Mais elle le ravala. Pleurer ne servirait à rien. Elle devait survivre. Pour ses frères et sœurs. Pour venger Théodore. Pour détruire Pascal Maceo. Elle se leva péniblement et continua à marcher. Le soleil se levait, éclairant la jungle d'une lumière dorée. Elle suivit le ruisseau en aval, sachant qu'il l'amènerait vers une route, un village, quelque chose. C'est alors qu'elle entendit un gémissement. Elle s'arrêta net. Le bruit venait d'un bosquet de fougères géantes. Elle s'approcha prudemment, le couteau à la main. Et là, couvert de boue et de sang, à moitié conscient, elle trouva Théodore. Il était vivant. À peine, mais vivant. Les 3 impacts de balles avaient touché quelque chose de dur sous sa chemise. Elisa déchira le tissu et découvrit un gilet de cuir épais doublé de plaques de métal, un gilet pare-balles artisanal. Les balles avaient pénétré, mais pas assez profondément pour tuer. Ses côtes étaient probablement brisées. Il avait perdu beaucoup de sang. Mais il respirait. Théodore, murmura-t-elle, les larmes coulant enfin sur ses joues. Théodore, réveille-toi. Ses yeux s'ouvrirent lentement, gris, embués de douleur. Elisa. Je suis là. Je te tiens. Tu as survécu. Oui. Sa voix se brisa. J'ai fait ce que tu m'as appris. Il vit le sang sur ses mains, sur sa robe. Il comprit. Bien, murmura-t-il. Puis il perdit conscience. Elisa le chargea sur son dos. Elle ne savait pas où elle trouvait la force. Peut-être dans le désespoir. Peut-être dans la rage. Elle le porta pendant des kilomètres, suivant le ruisseau, jusqu'à ce qu'elle voie enfin une route. Une carriole de paysans passa. Elle cria, tomba à genoux. Quand elle se réveilla, elle était dans leur maison, dans leur lit. Le lion était sauvé. Théodore mit 2 semaines à se remettre. 2 semaines pendant lesquelles il délira, lutta contre la fièvre. Elisa ne quitta pas son chevet. Elle changea ses bandages, le força à boire de l'eau, le maintint en vie par la seule force de sa volonté. Jacinthe arriva le 3e jour, alertée par les paysans qui avaient ramené Elisa à la Grande Pierre, avec elle un médecin de Fort-de-France, des hommes armés pour protéger la maison et des nouvelles. Maceo avait fait courir le bruit que Théodore et Elisa étaient morts dans un accident de voiture, que les bandits avaient profité du chaos. Il avait même envoyé des condoléances publiques. L'hypocrite. Mais certains doutaient. Certains savaient. La guerre était ouverte maintenant. Quand Théodore put enfin se lever, le premier endroit où il alla fut le bureau. Elisa l'Y trouva penchée sur une carte de la Martinique, traçant des lignes avec un crayon. Tu devrais te reposer. Plus tard. Il ne leva pas les yeux. Maceo a franchi la ligne. Il a essayé de nous tuer. Il va recommencer. Je sais. Il la regarda enfin. Ses yeux s'attardèrent sur ses mains. Elle portait toujours des traces du sang qu'elle n'avait pas pu totalement effacer. Tu as tué un homme. Oui. Comment te sens-tu? Elisa réfléchit. Elle aurait dû se sentir horrifiée, coupable, brisée. Mais ce n'était pas le cas. Forte, dit-elle finalement. Je me sens forte. Théodore hocha la tête lentement. C'est bien. Parce que ce n'est pas fini. Il se tourna vers la carte. Maceo va frapper là où ça fait le plus mal. Pas nous. Pas directement. Il sait maintenant que nous sommes trop dangereux. Il pointa un endroit sur la carte. Saint-Sébastien-des-Pierres.
Le cœur d'Elisa s'arrêta. Les enfants. Oui. La porte s'ouvrit brutalement. Un messager hors d'haleine, le visage blême. Maître Cabral. Des hommes armés sont entrés dans le village ce matin. Ils ont enlevé 3 enfants, Emmanuel, Pierre et Caroline Arnaud. Le monde d'Elisa bascula. Non. Pas eux. Pas les enfants. Le messager tendit un papier. Théodore le lut. Sa mâchoire se serra. C'est signé par Maceo. Il veut que tu te rendes à Saint-Jérôme, seul, en échange des enfants. Elisa arracha le papier des mains de Théodore. Les mots dansaient devant ses yeux. Madame Cabral, vous avez quelque chose qui m'appartient, votre fierté. Je veux la voir brisée. Venez seul à Saint-Jérôme avant le coucher du soleil demain. Je relâcherai les enfants. Sinon, eh bien, la Martinique attend d'orphelins. 3 de plus ne feront pas de différence. Les mains d'Elisa tremblaient de rage, de terreur, de culpabilité absolue. C'est ma faute, murmura-t-elle. Je l'ai humilié. Il se venge sur eux. Théodore posa ses mains sur ses épaules. Non. C'est sa faute. C'est lui le monstre, pas toi. Je dois y aller. Non, Théodore. Ce sont mes frères et ma sœur. Et tu es ma femme. Sa voix était dure, mais ses yeux trahissaient quelque chose de plus profond. Je ne te perdrai pas. Alors viens avec moi. Il hésita. Ses côtes étaient encore bandées. Chaque respiration était douloureuse. Il pouvait à peine marcher sans aide. Mais il hocha la tête. D'accord. Mais pas comme il s'y attend. On ne négocie pas avec un serpent. On lui coupe la tête. Ils passèrent la journée à préparer. Théodore rassembla ses hommes de confiance, 8 travailleurs qui lui devaient tout et qui le suivraient en enfer, des hommes durs, entraînés, loyaux. Elisa vérifia son arme, le revolver, le couteau. Elle n'était plus la jeune fille vendue sur la place du village. Elle n'était plus même la gestionnaire de l'habitation. Elle était une guerrière, une sœur, une femme prête à tout pour sauver sa famille. Le soir tomba. Ils montèrent dans les voitures. Direction Saint-Jérôme. Direction la guerre. Elisa regarda Théodore. Il la regarda en retour. Aucun mot n'était nécessaire. Ils se comprenaient maintenant. Ils étaient liés par quelque chose de plus profond que le mariage forcé. Ils étaient liés par le sang. Et cette nuit, ils allaient en verser beaucoup. Quand ils arrivèrent aux portes de Saint-Jérôme, la lune était haute dans le ciel. L'habitation était illuminée comme pour une fête. Mais ce n'était pas une célébration. C'était un piège. Maceo les attendait sur le perron, souriant, les bras croisés. Derrière lui, une dizaine d'hommes armés. Et au centre, attachés à des chaises, terrorisés mais vivants, Emmanuel, Pierre et Caroline. Elisa descendit de la voiture. Théodore à ses côtés, titubant légèrement mais debout. « Quelle surprise !» dit Maceo faussement étonné. Le lion mort ressuscité. Et accompagné de sa lionne. Il fit un geste. Ces hommes levèrent leurs armes. « Vous êtes venus mourir ensemble. » Comme c'est romantique. Elisa fit un pas en avant. Sa voix était calme, glaciale. « Libère les enfants, Pascal. Ta querelle est avec nous, pas avec eux. » Ma querelle ? Maceo rit. Oh non, madame. Ceci n'est plus une querelle. C'est une exécution. Il claqua des doigts. Et l'enfer se déchaîna. Les coups de feu éclatèrent de partout à la fois. Mais pas ceux de Maceo. Les hommes de Théodore avaient encerclé la propriété pendant que Maceo fanfaronnait. Ils surgirent des ombres, des toits, des jardins. Le piège de Maceo devint le leur. Dans le chaos, Elisa courut vers les enfants. Les balles sifflaient autour d'elle. Elle plongea, roula, se releva. Ses mains trouvèrent les cordes qui attachaient Emmanuel. Les doigts tremblants mais efficaces. Cours vers les arbres. Ne vous arrêtez pas. Emmanuel attrapa Pierre d'une main, Caroline de l'autre et disparut dans la nuit.
Elisa les regarda partir, le cœur déchiré mais soulagé. Ils étaient vivants. C'était tout ce qui comptait. Un homme surgit devant elle, le fusil levé. Elle fut plus rapide. Le revolver de Théodore claqua dans sa main. L'homme s'effondra. Deuxième mort. Plus facile que la première. Elle chercha Théodore des yeux. Il était au centre de la mêlée, se battant malgré ses côtes brisées. Chaque mouvement était une agonie. Mais il tenait bon. Le lion blessé était encore le plus dangereux. Puis elle vit Maceo. Il reculait vers la maison, lâche jusqu'au bout. Leurs regards se croisèrent. Il sourit, ce sourire venimeux qu'elle haïssait, et il s'enfuit. Elisa le suivit. Elle le traqua à travers les couloirs luxueux de Saint-Jérôme. Ses pas résonnaient sur le marbre. Le cœur battant, les sens en alerte. Elle n'était plus la jeune fille du village. Elle était la prédatrice. Elle le trouva dans son bureau, fouillant frénétiquement dans un coffre, de l'or, des papiers, des bijoux. Il essayait de sauver ce qu'il pouvait avant de fuir. « Tu ne vas nulle part, Pascal. » Il se retourna. Le revolver dans sa main tremblait. Elisa, toujours si courageuse. « Mais regarde-toi, du sang jusqu'au coude. Tu es devenu comme lui. Un monstre. » Non, pas elle avança lentement, l'arme pointée sur lui. « Je suis devenu ce que j'avais besoin d'être pour survivre à des hommes comme toi. Je t'offrirai la liberté. » Son masque de charme se fissurait, révélant la rage en dessous. « Une vie à Fort-de-France, loin de cette brute. Tu m'offrais une autre cage dorée. Mais une cage quand même. Théodore m'a offert quelque chose que tu ne comprendras jamais. » « Quoi ? L'amour ? » Il cracha le mot comme un poison. « Le respect. » Le coup de feu éclata. Mais pas du revolver de Maceo. Théodore se tenait dans l'embrasure de la porte, l'arme fumant encore dans sa main. Maceo tomba à genoux, le regard incrédule, la main pressée contre sa poitrine sanglante. Théodore s'avança lentement. Chaque pas était un effort monumental. Mais il ne vacilla pas. Il se plaça au-dessus de Maceo, le dominant une dernière fois. « Pour Marianne, dit-il, la voix dure comme l'acier. Pour les hommes que tu as tués. Pour ma famille. » Il leva son arme pour le coup final. Et Elisa posa sa main sur la sienne. « Non, Théodore. » La regarda, surpris. « Elisa. Tu as déjà tué assez. Nous avons tué assez. » Sa voix tremblait, mais elle tenait bon. « Si tu l'exécutes maintenant, tu redeviens ce que tu étais, un assassin, un monstre. Il mérite la mort. Oui. Mais tu mérites mieux que de devenir son bourreau. » Elle serra sa main plus fort. « Laisse la justice s'en charger. Laisse-le pourrir en prison. Laisse-le vivre avec sa défaite. C'est pire que la mort pour un homme comme lui. » Théodore resta immobile. La rage brûlait dans ses yeux. La soif de vengeance. Tout ce qu'il avait été. Tout ce qu'il avait combattu pour ne plus être. Et puis, lentement, comme un homme qui dépose un fardeau trop lourd, il abaissa son arme. Maceo s'effondra complètement, gémissant de douleur et d'humiliation. Théodore regarda Elisa. Vraiment la regarda. Et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle vit quelque chose de doux dans ses yeux gris. Quelque chose qui ressemblait à de la paix. « Tu m'as sauvé, » murmura-t-il. « Encore. »« Nous nous sommes sauvés, » répondit-elle. Et dans cette maison en feu, entourée de morts et de ruines, au milieu du chaos et de la violence, ils se tinrent la main. Deux guerriers. Deux survivants. Deux âmes forgées dans la même bataille. 5 ans plus tard, le soleil de midi baignait la cour de l'habitation de la grande pierre d'une lumière dorée. Mais ce n'était plus la forteresse silencieuse d'autrefois. Des rires d'enfants résonnaient partout. L'école qu'Elisa avait fondée bourdonnait de vie, 30 élèves, garçons et filles, enfants de travailleurs et orphelins recueillis. Au-dessus du tableau noir, une phrase en lettres blanches, « La force vient de ce que l'on protège, pas de ce que l'on possède. » Emmanuel, 13 ans maintenant, aidait à enseigner. Pierre travaillait au champ avec Théodore,
apprenant le métier qu'il aimerait toute sa vie. Caroline, 9 ans, courait partout avec son ardoise, interrogeant tout le monde. Dans le bureau, Évariste Arnaud, sobre depuis 4 ans, tenait les comptes avec une précision méticuleuse, une rédemption tardive, mais réelle. Pascal Macéo croupissait dans une prison de la Guyane française. Ses terres confisquées, sa réputation détruite. Il vivrait encore 20 ans, mais chaque jour serait un enfer. Sur la véranda, Élisa berçait un bébé dans ses bras, Gabriel, 6 mois, aux yeux gris de son père. À ses pieds, Béatrice, 3 ans, jouait avec une poupée en tissu que Caroline lui avait cousue. Théodore apparut, portant un plateau de café et de fruits. La cicatrice sur son visage était toujours là, marquée dans sa chair comme un souvenir permanent. Mais son regard avait changé. Il y avait de la paix maintenant. Du bonheur même. Il s'assit à côté d'elle. Ensemble, ils regardaient les enfants jouer dans la cour. Les champs de canne ondulaient sous le vent. Les mornes se dressaient au loin, majestueux et verts. « Tu te souviens du jour où je t'ai acheté » demanda-t-il doucement. « Comment pourrais-je oublier ? Je pensais acheter une épouse, une propriété, quelque chose que je pourrais posséder. » Élisa lui prit la main. Leurs doigts s'entrelacèrent naturellement, comme il l'avait fait 1 millier de fois depuis cette nuit sanglante à Saint-Jérôme. « Et qu'as-tu obtenu à la place ?» Il sourit, un vrai sourire, rare, précieux comme l'or. Une guerrière. Une partenaire. La femme qui m'a sauvé de moi-même. Il se pencha, l'embrassa sur le front, un geste tendre qui aurait été impensable 5 ans plus tôt. « Je t'aime, Élisa. » C'était la première fois qu'il prononçait ces mots. Les larmes montèrent aux yeux d'Élisa, des larmes de joie cette fois, pas de douleur. « Je sais. Je l'ai toujours su. Depuis la rose avec les épines. Et toi ?» Elle prit son visage dans ses mains, toucha la cicatrice qu'elle connaissait par cœur, regarda ses yeux gris qui l'avaient terrifiée autrefois et qui maintenant la faisaient se sentir en sécurité. « Je ne t'ai pas aimé au début. Je t'ai haï. Puis respecté. Puis admiré. Et quelque part, entre la forêt sanglante et le bureau de Macéo, entre la peur et la guerre, je suis tombée amoureuse de l'homme que tu es devenu. De l'homme que nous sommes devenus ensemble. » Elle l'embrassa, un baiser profond, chargé de toutes les batailles qu'ils avaient traversées, de toute la douleur transformée en force, de toute la haine transformée en amour. Quand ils se séparèrent, Caroline courut vers eux, hors d'haleine et rayonnante. « Élisa. Théodore. Venez voir. » Emmanuel a appris aux petits à lire leurs premiers mots. Théodore se leva, tendit la main à Élisa. Elle la prit. Et ensemble, main dans la main, ils suivirent la petite fille vers l'école, vers la vie qu'ils avaient construite ensemble, vers l'avenir qu'ils avaient conquis. Et des années plus tard, quand leurs cheveux blanchiraient et que leurs petits-enfants couraient dans les mêmes cours, on raconterait encore l'histoire, celle du lion de la montagne et de la femme qui lui avait été vendue. Comment l'esclavage s'était transformé en respect, le respect en alliance, l'alliance en amour. Un amour qui n'avait pas été trouvé dans la perfection, mais forgé dans le feu. Un amour conquis, pas acheté. Éternel.